Leïla Antaou et j'interviens sur les différentes questions juridiques, fiscales, sociales, finances chez Créatif et moi-même étant entrepreneuse, je vais essayer de vous apporter quelques éclaircissements sur les aides fiscales et sociales auxquelles vous pouvez prétendre dans le cadre effectivement de votre création d'entreprise. Alors, je crois que c'est Lisa ou Juliette qui l'a très bien dit ce matin, qui l'ont très bien dit ce matin, je crois que l'une et l'autre l'ont dit. On est quand même un pays où, où l'État met quand même vraiment les moyens pour accompagner les créateurs d'entreprises. Donc là, pour ma part, je vais surtout vous présenter celles que vous pouvez prétendre assez rapidement, ou en tous les cas, dès que vous envisagez votre création, dès que vous vous y matriculez, et ces aides-là vous sont acquises. Encore faut-il savoir dans quelle, dans quelle démarche ou quelles sont les démarches que vous devez accomplir. Alors, et en quoi elle doit vous aider, bien sûr, dans votre création. Donc, pour ma part, donc Leïla Antaou, voilà, si vous avez besoin par la suite de questions ou de répondre à des questions, on verra ça sur la fin de la conférence. Donc, les aides. Alors, ce qu'on va aborder ensemble, c'est 3 types d'aides. Vous avez ensuite effectivement des aides financières et les aides fiscales que vous pouvez prétendre dans le cadre, encore une fois, de votre création d'entreprise. Pour ma part, je vais d'abord aborder les aides sociales. Donc, qu'est-ce qu'une aide sociale? Alors, une aide sociale, alors il faut déjà entendre quand on parle d'aide de social, tout ce qui concerne le social, c'est effectivement la prévoyance, la santé, d'accord? La santé du dirigeant. Donc, qui que ce soit en France, qui que ce soit en France, quand on est un ayant droit, quand on est travailleur, quand on crée une entreprise, on est considéré comme un travailleur et qui que ce soit en France doit s'affilier à la sécurité sociale. Tous, au même titre qu'un dirigeant, même si à ce jour, il ne connaît pas, bien sûr, sa rémunération. On ne la connaît pas toujours, à vrai dire. Ça, c'est le premier principe qu'il faut savoir et peut vite assimiler. Donc, quand je crée mon entreprise, je vais devoir être affilié. Et bien sûr, qui dit affilié dit aussi s'acquitter de ses cotisations ou, si vous préférez, ses charges sociales. C'est quoi les charges sociales? Ben, c'est tout ce que vous devez à l'administration qui est l'URSSAF. Ce qu'on doit à l'URSSAF, généralement, c'est effectivement les prestations dites de maladie, hein, bien sûr, tout son dispositif, et aussi, hein, pour tous et pour le plus grand nombre, à la retraite. Donc, qui que ce soit, quand on crée une entreprise et quel que soit le statut juridique, je précise, et quel que soit le statut juridique pour lequel vous optez, vous allez devoir, à un moment donné, vous acquitter de vos charges sociales pour cette couverture sociale, vos prestations sociales. Et l'administration, quand on crée une entreprise, vous imaginez bien que vous n'allez pas forcément avoir tout de suite les moyens de vous dégager une rémunération. Et même si vous y arrivez, hein, vous allez devoir en plus vous acquitter de ces charges sociales. Donc l'administration vous permet, à travers un dispositif qui s'appelle l'ACRE. Alors qu'est-ce que l'ACRE? C'est un dispositif, alors je rectifierai quand même un petit peu la terminologie, hein. Le dispositif ACRE, c'est un dispositif d'exonération partielle des cotisations sociales. Alors, quand on dit d'exonération, au final, ça sous-entend que vous allez bénéficier d'une réduction de ces charges sociales. D'accord? Et cette réduction de charges sociales va vous permettre, bien sûr, encore une fois, de pouvoir, dans le cadre, puisque vous allez voir juste après mon intervention, celle de Vanessa, qui est sur l'aspect financier, va vous permettre effectivement de diminuer de façon considérable ces cotisations et cette contribution sociale qui est relativement importante. Donc, de bien avoir en tête, ceux qui peuvent effectivement en bénéficier, c'est quand même certains publics, ou en tous les cas, ceux qui sont amenés à créer leur entreprise. D'accord? Donc ça, il faut être très clair sur cet aspect. Donc, tout demandeur, tout demandeur d'ACRE, ça se demande. Alors, ça se demande pour tout créateur et tout repreneur, bien sûr répondant aux conditions de la loi. Donc, c'est quoi ces conditions? Qu'est-ce qu'il faut remplir? Je vais quand même l'indiquer,
puisque effectivement, généralement, c'est tous les demandeurs d'emploi. Tous les demandeurs d'emploi, affiliés à Pôle emploi, inscrits à Pôle emploi en fonction de rémunérés, non rémunérés, mais aussi tous les autres publics comme effectivement moins de 26 ans, moins de 30 ans avec un handicap. Tous les minima sociaux peuvent bénéficier de ce dispositif et ceux qui reprennent une entreprise de leur employeur ou tout simplement reprise d'entreprise dans le cadre effectivement d'un plan de sauvegarde. Voilà, tout ce public peut bénéficier de ce dispositif ACRE, avec une spécificité effectivement pour la micro-entreprise que j'évoquerai après, et bien sûr une petite spécificité sur les autres entreprises classiques. Alors, j'expliquerai ce que veut dire classique, hein. Alors, pour qu'on se comprenne bien, mais on le verra sur les aspects juridiques. C'est deux choses qu'il faut bien comprendre. Pour ceux qui suivent l'aspect juridique, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est du dispositif ACRE. Alors, ce qu'il faut savoir pour le dispositif ACRE, donc dans le cadre de la micro, en l'occurrence, puisque là on aborde l'aspect micro-entreprise, c'est un régime fiscal, hein, la micro-entreprise. Régime fiscal, vous êtes soumis à des obligations par rapport à la fiscalité de votre activité, ou je reprends rapidement, ou tout simplement vous êtes limité par un chiffre d'affaires et vous bénéficiez d'un abattement fiscal. Et aussi, bien sûr, comme vous devez vous acquitter, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, tout créateur d'entreprise doit s'acquitter de ses charges sociales. Et bien là, pour la micro-entreprise, on a mis, d'ailleurs, c'est l'intitulé de du micro-entrepreneur, doit aussi s'acquitter de ses charges sociales. Et là, pour le coup, il va s'acquitter de ses charges sociales, mais sur son chiffre d'affaires. Sur son chiffre d'affaires et pas sur son revenu, qu'on soit bien d'accord. Donc, quelqu'un qui crée en micro-entreprise doit s'acquitter de ses charges sociales sur son chiffre d'affaires. Donc, il déclare son chiffre d'affaires et dessus, il va devoir s'acquitter de ses charges sociales. Pour la micro-entreprise, c'est relativement calé. Il va bénéficier pendant 1 an de ce dispositif, d'accord? Pendant 1 an, l'administration va lui permettre effectivement d'alléger ses charges sociales et en fonction de votre secteur d'activité. Donc, vous avez ici les taux sous les yeux. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, si vous êtes un commerçant ou vous faites du négoce ou de l'hôtellerie, de la restauration, votre taux, d'accord, est de 6,4%. Alors, ça, c'est après abattement des 50% du taux. Sinon, le taux plein est à 12,8%. Donc, au lieu de payer 12,8% de 10 000 euros, c'est-à-dire 1 800 et quelques, vous allez, si vous avez l'ACRE, et si vous remplissez le formulaire qu'il faut absolument remplir et en faire la demande dès l'immatriculation de l'entreprise, d'accord, de joindre ce formulaire, et c'est impératif. Alors, je vous l'accorde, pour certains, peut-être qu'ils le savent ou pas, vous avez 45 jours pour envoyer ce formulaire de demande de l'ACRE pour bénéficier de cette diminution du taux. Si vous avez l'ACRE, vous avez 50%. Pour un commerçant, c'est 12,8% du taux plein. Donc, s'il bénéficie de l'ACRE à 50%, 6,4. Idem pour les prestataires, effectivement, de services, d'activités dites commerciales et de professions libérales. Donc, le taux plein est à 22%. Maintenant, si vous bénéficiez de l'ACRE la première année, vous avez 11%. Et idem pour tout ce qui est artisans, et tous ceux qui sont affiliés à la CIPAV, pardon, et la CIPAV dépend directement de l'URSSAF. Donc, pareil et idem, pour ce type de profession, on est sur du 50% du taux plein à 22 aussi. Donc, ces deux secteurs d'activité, alors que ce soit les entreprises artisanales, professions libérales, le taux est de 22%, avec un abattement de 50%, ce qui vous revient à 11%. C'est nécessaire de le demander, d'autant plus que vous pouvez le demander qu'une seule fois, et à l'immatriculation. Si vous avez omis ou oublié du moins de le demander, vous avez 45 jours. Après ce délai, vous n'y avez plus le droit. D'accord? Ça, il faut que ce soit intégré dans votre esprit, au moins que ce soit clair. Ensuite, pour tout ce qui est entreprise dite classique et EIRL, alors c'est très difficile d'expliquer ça, l'EIRL, mais je le verrai sur le juridique, on verra ça plutôt sur le juridique. Donc, c'est une entreprise classique. Alors, quand entreprise classique,
c'est vraiment en nom propre. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. C'est une personne physique qui s'immatricule. Donc, personne physique, c'est Leïla Taou qui s'immatricule. Donc, en règle générale, ce que ça sous-entend, c'est patrimoine professionnel et personnel confondu. Donc, derrière entreprise dite classique, entre guillemets, c'est simplement qu'elle a du moins, à l'inverse de la micro-entreprise, n'a pas de limite de chiffre d'affaires. Voilà, c'est une de ses particularités, n'a pas de limite de chiffre d'affaires. Alors, pour ce statut d'entreprise individuelle, pour le coup, donc l'exonération des charges sociales, donc il y a toujours ce minimum à payer, mais on vous dit cette exonération partielle et totale sur un montant inférieur aux trois quarts du SMIC, ou en tout cas aux trois quarts pardon, du PASS. Alors le PASS veut dire plafond annuel de la sécurité sociale, qui est effectivement aux alentours de 45 000 euros sur l'année 2020. Donc, si on prend, alors les trois quarts, si on prend 75% de ces 41 000, on se retrouve avec un revenu de 30 000 euros. Donc, en clair, on est en train de me dire que l'ACRE, dont je bénéficie qu'une année et que la première année, va me permettre de payer un minimum de charges sociales sur un maximum de revenus, c'est-à-dire 30 852 euros. Voilà. Ça, est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est effectivement très important de le savoir. C'est-à-dire que je peux dégager un revenu de mon activité, d'accord? Dégager un revenu de mon activité qui sera, en tous les cas, pour cette tranche-là, exonéré partiellement des charges sociales. Et ensuite, si je dépasse ce revenu, ben, ce sera des récits. Et je devrais payer des charges sociales, bien sûr, en fonction de ce dépassement de plafond, ou du moins de plafond des 30 000 euros de revenus. Et bien sûr, si je dépasse les 41 000 ou en tous les cas le plafond annuel de la sécurité sociale, je n'ai aucune exonération. Voilà pour ce qui est de partie. Cette partie de l'ACRE est très très importante. Tout créateur qui se lance, ou en tous les cas, et qui souhaite, pour différentes raisons, mais la première, se verser une rémunération, a peut-être tout intérêt à la demander, d'accord? Parce qu'il ne peut en bénéficier qu'une première année, et seulement la première année. Parce qu'il n'est pas rare de trouver encore des gens à qui on leur répète et qui oublient de le faire. Ce qu'on a évoqué, effectivement, l'ACRE, c'est ça pour les entreprises individuelles dites classiques, ou les EIRL. Les entreprises, alors les EIRL, c'est les entreprises individuelles à responsabilité limitée. Là, ce qu'on va voir aussi par rapport à cet aspect de dispositif d'aide sociale, c'est qu'on soit effectivement une entreprise individuelle ou un gérant majoritaire, de d'URL ou de SARL, vous avez une définition qu'on vous donne dès le départ, qu'on vous attribue, qui vous qualifie concrètement et qui permet de vous identifier vis-à-vis effectivement des différentes caisses, assurance maladie, etc. Vous êtes ce qu'on appelle un TNS. Alors, qu'est-ce qu'un TNS? Eh ben, c'est écrit ici, c'est un travailleur non salarié. Donc, tous ceux qui vont être amenés à choisir un statut juridique, donc, vont peut-être opter pour ces statuts juridiques, comme effectivement l'EIRL, la gérance majoritaire, d'accord? On va les nommer des travailleurs non salariés. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Bah, très simplement qu'ils n'auront pas, quand ils vont se prélever une rémunération, ils n'auront pas de bulletin de salaire. Et moi, je vous invite simplement à bien y réfléchir en fonction de vos projets de vie, et là je parle bien de projets de vie, peut-être que ça peut être un déterminant dans le choix ou dans la nécessité de pouvoir présenter un bulletin de salaire. Donc, je le répète, la caractéristique d'un TNF, c'est que ce n'est pas considéré comme un salarié, mais bien comme un travailleur non salarié. Il va cotiser à toutes les caisses en contrôle bien sûr du régime général, mais va cotiser ce qu'on appelle à la sécurité sociale des indépendants. Alors, vous le connaissez sous un ancien nom qui était le RSI. Voilà. Donc, c'est le SSI qui reprend la relève pour couvrir effectivement votre maladie, les différentes allocations et prestations vieillesse.
voilà comment ça s'articule. Alors il faut savoir maintenant, quel que soit le statut d'ailleurs, il faut être très clair aussi là-dessus, hein, et quel que soit le statut, juridique, les sommes ou en tous les cas, vous devrez toujours une participation, hein, qui est effectivement, vous savez les fameuses taxes solidaires, il y a quelques décennies, puisqu'on peut parler maintenant de décennies, hein, c'est les cotisations donc relatives à la CSG, la CRDS, donc la retraite complémentaire et la formation continue. Donc c'est ça que recouvre, le minimum à payer, hein, effectivement pour la création dans le cadre de la création d'entreprise. C'est exigible, hein, je vous le dis tout de suite, c'est exigible et ça je le dis bien. Les seuls qui ne seront pas amenés peut-être à la, régler, hein, ou à la payer, hein, c'est la micro-entreprise à partir du moment où la micro-entreprise ne fait pas de chiffre d'affaires. Voilà, c'est uniquement dans cette situation. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est un impératif. Vous devez effectivement l'envisager et l'intégrer dans votre prévisionnel financier. Parce qu'il faut bien effectivement sortir cet argent de quelque part. Surtout si vous démarrez votre activité, vous allez peut-être devoir à un moment donné vous acquitter effectivement de ces charges sociales, ou du moins de ces minimums de cotisation relatives à la CSG. Une petite précision et qui a quand même son importance, en règle générale, on aime bien préciser aussi, hein, que, le système effectivement de prélèvement des charges sociales ou des cotisations sociales, c'est sur un trimestre. Donc tout trimestre entamé, hein, est dû par l'administration. Donc si vous démarrez en fin de trimestre, posez-vous la bonne question. Est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux attendre encore quelques jours? Voilà, ça je ferme la parenthèse. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Alors, comment ça se passe, concrètement alors on a vu effectivement pour la micro-entreprise, c'est un taux qui va s'appliquer sur le chiffre d'affaires. Pour un TNS, alors c'est quoi un TNS? Je le rappelle, c'est une entreprise individuelle, ou un gérant majoritaire de URL ou de SARL qui lui va payer effectivement, un minimum, effectivement, de cotisation qu'on a évoqué tout à l'heure, hein. Ça, c'est les 2 points. Et vous avez pour les autres statuts juridiques, en tous les cas, les autres types de 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 mandats puisque vous avez un bon mandat social, hein, tout simplement. Pour les autres mandataires comme effectivement, les SAS, les SASU, les gérants minoritaires et égalitaires, eux sont soumis à notre statut, hein, du régime, qui est un statut d'assimilés salariés. Donc on les reconnaît comme des assimilés salariés. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils vont cotiser à la caisse du régime général des salariés, mais pas que, puisqu'ils vont être aussi amenés à cotiser à la caisse des cadres. Ça, c'est très important qu'il faut mettre en avant. Donc, ces statuts qu'on vient d'évoquer, hein, vont vous permettre effectivement de bénéficier d'une couverture sociale, d'accord, du régime général des salariés et de cotiser à la caisse des cadres. Par contre, comme pour l'exemple précédent, vous allez toujours bénéficier d'une exonération des charges sociales de façon partielle. Par contre, ce qui restera quand même dur, c'est la CSG, la CRDS, d'accord, la retraite complémentaire, le FNAL, et la formation continue et bien sûr, tout ce qui est versement au transport puisque vous êtes ce qu'on appelle un salarié, assimilé salarié. J'expliquerai plus tard, donc tout à l'heure sur les aspects juridiques, ce que veut dire vraiment assimilé salarié. Donc sachez que pour les dispositifs actes, en fonction du choix du juridique, hein, et du mandat social, du coup, vous allez effectivement bénéficier de cette exonération, de cette réduction, de charges sociales, que si vous déclarez bien sûr soit un chiffre d'affaires, soit une rémunération. Voilà pour ce qui est de l'ACRE en tant que tel. Donc, c'est très important, vous devez le réclamer, dès l'immatriculation. Je l'ai bien dit, dès l'immatriculation. Alors pourquoi dès l'immatriculation? Bah, tout simplement parce que ça part du moment où vous déclarez votre entreprise qui permet effectivement de s'acquitter de ses charges sociales. Mais pas que, hein, puisque on le verra, tout à l'heure, vous allez aussi avoir une deuxième aide, heu, de l'administration, en tous les cas de l'État, de notre effectivement, heu,
outil qui est Pôle emploi. Alors, tous ceux ou toutes celles qui vont être amenées à un moment donné à devoir effectivement quitter leur entreprise, soit parce que vous avez négocié une rupture conventionnelle, soit parce que vous avez été licencié, soit parce que vous avez fait une démission Macron. D'ailleurs, tout ça, si vous souhaitez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les demander à nos conseillers qui vous orientent. Donc ça, c'est très important. Une fois que vous partez de ce statut, ou si vous l'êtes déjà, en tant que créateur d'entreprise, Pôle emploi va vous permettre soit de capitaliser, alors ce qu'on appelle de capitaliser la capitalisation, de pouvoir bénéficier de la capitalisation de vos allocations chômage, soit tout simplement de maintenir, d'accord, de façon totale ou partielle, vos ARE. Alors ce qu'on appelle les ARE, pour ceux qui ne savent pas, c'est les allocations de retour à l'emploi que tout demandeur d'emploi bénéficie quand il rentre dans les critères. Donc ça, c'est clair, c'est très important de bien savoir où est-ce que je me situe. Est-ce que je vais plutôt demander l'ARS ou la capitalisation? Il faut savoir ce que c'est que l'ARS. Et dans quel cas j'ai plutôt intérêt à maintenir de façon partielle ou totale mes ARE. Donc ça sous-entend, et je reviens là-dessus, tout ce qu'a pu dire Guillaume ce matin, bien travailler votre business plan, puisque c'est celui qui va définir concrètement, je vais choisir mon statut, ce qui vient vraiment à la fin. Qu'est-ce qui va m'aider à optimiser concrètement mon statut juridique? Est-ce que par rapport à mes états financiers, est-ce que je vais plutôt partir sur une capitalisation? Est-ce que je vais plutôt partir sur des ARE, totales ou partielles? Puisque ça va impacter ma vie du quotidien. Donc concrètement, je vais revenir sur le point de, qu'est-ce que c'est que l'ARS? Dans quel cas je vais demander l'ARS? Et avant d'aller plus loin sur dans quel cas je vais demander l'ARS ou la capitalisation, alors c'est une aide de Pôle emploi, on peut l'appeler comme ça. En tous les cas, c'est une démarche, une articulation qu'il faut demander à Pôle emploi, puisque c'est votre interlocuteur concernant vos allocations chômage, je reviens dessus. Donc concrètement, euh, pour pouvoir bénéficier de cette capitalisation, elle est conditionnée, je le dis bien, et j'explique après ce que c'est que la capitalisation. Elle est vraiment conditionnée, d'accord, par l'obtention de l'ACRE. Si vous n'avez pas l'ACRE, vous ne pourrez pas demander l'ARS. Ce n'est pas possible. Donc, si vous optez pour cette solution, en tous les cas, vous avez forcément obtenu l'ACRE. Si vous n'avez pas obtenu l'ACRE, vous ne pouvez pas, encore une fois, demander cette capitalisation. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand vous rentrez en tant que demandeur d'emploi, ou si vous l'êtes déjà, vous bénéficiez de vos allocations chômage sur une période donnée. Le Pôle emploi vous dit, si vous souhaitez, et si vous êtes sûr du coup de votre projet, parce que des fois c'est par nécessité, Pôle emploi vous permet effectivement de réunir tout simplement de ce qui vous reste, d'accord, de ce qui vous reste de vos allocations chômage, de vous les reverser, mais à hauteur de 45 de ces allocations. Donc ils vous donneront pas la totalité, ils vous donneront pas la ils ne vous reverseront pas la totalité, mais 45 du capital restant. Alors en clair, je vous la fais tout simplement, plus pragmatique. Si vous avez 12 mois d'allocation chômage et que vous bénéficiez de 1 000 € par mois d'allocation chômage, sur l'année, ça vous fait 12 000. Par contre, si vous avez décidé de demander la capitalisation, l'administration fiscale va vous reverser les 45 des 12 000. D'accord? Donc ce qui représente à peu près 5 000 €. Je n'ai pas fait les calculs, pardonnez-moi si je ne suis pas au centime près. Donc, vous versez ces 5 000 € et ces 5 000 €, ils vont vous les verser en 2 fois, en 2 versements. Une première partie, 50 à l'immatriculation, et la seconde partie 6 mois après, et vous devrez simplement justifier toujours d'être en activité. C'est tout ce qu'on vous demande comme obligation. Voilà pour ce qui est de la capitalisation qui peut être plus ou moins importante pour certains. Alors généralement, on la demande pourquoi? On la demande pour boucler peut-être des apports financiers, tout simplement, parce que le besoin de trésorerie se fait sentir, que les banques ne vous suivent pas, ou que pas d'investisseurs ou peu d'investisseurs.
Il y a toutes ces raisons et donc peut-être que d'envisager et c'est pas déconnant, maintenant de demander cette capitalisation. Maintenant, assurez-vous d'avoir quand même au moins un minimum de revenus, mensuels. Alors si du moins de revenus ou en tous les cas de pouvoir, entretenir, votre vie quotidienne puisque l'idée, hein, si vous prenez vos allocations chômage, vous n'avez plus d'indemnité, hein. Leïla, Oui. je me permets de te couper car, il y a une question, qui revient. Si je suis démissionnaire de mon ancien emploi, j'ai le droit à quelles aides? Ah bah ça, il y en a une, mais il faut rentrer dans les dispositifs, dans les critères, pardon. Vous avez 2 possibles, du moins dans la démission, il y a 2 possibles. Soit vous démissionnez pour suivre un conjoint, d'accord? Ou pour parce que vous partez, hein, il y a plusieurs raisons. Ou parce que vous subissez le harcèlement et que ça, c'est effectivement une voie qui est là relativement possible par rapport à un Pôle emploi de revoir votre situation et de pouvoir vous indemniser au bout de quelques mois. De considérer qu'effectivement, vous n'avez pas volontairement perdu votre emploi, mais de façon involontaire. C'est involontaire de votre du moins indépendamment de votre volonté, hein, même pour harcèlement. Alors après, à vous de prouver, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est un premier point. Ça peut être cette démission. Le deuxième cas, et qui est maintenant possible depuis novembre 2019, c'est la démission Macron. Alors oui, je peux bénéficier, effectivement de mes allocations chômage, d'accord? Je peux en bénéficier, encore une fois, à la condition que je rentre dans les critères de cette démission dite Macron. Alors c'est quoi les critères? Ils ne sont pas très nombreux, mais il faut vraiment rentrer dedans. Donc l'une des premières, c'est effectivement, est-ce qu'il faut avoir au moins exercé 5 ans en continu chez un employeur ou plusieurs, mais en continu? Il faut éviter les interruptions de 48 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est un des premiers critères. Ça, c'est un des regardez si vous serez dans ce critère. Le deuxième, si vous rentrez dans ce critère, donc vous devez, et je le répète, vous devez absolument vous rapprocher de ce qu'on appelle d'un conseiller en évolution professionnelle avant d'envisager quoi que ce soit. C'est un conseiller qui est mis à votre disposition, qui est gratuit, que vous retrouvez chez Pôle emploi, chez les OPCO, chez votre OPCO, vous en avez un peu partout, d'accord? Et ce conseiller, hein, va vous accompagner pour savoir si vous êtes éligible à la démission Macron. On vous donne 6 mois pour présenter votre démission à votre employeur et bien sûr, vous bénéficiez de vos allocations chômage dans le cadre de la création d'entreprise. Voilà pour la réponse, la réponse de la démission. Il y a 2 possibles, hein, sur la démission. Pour quelles raisons? Les causes vont être recherchées. Si vous démissionnez, que vous ne rentrez dans ni l'un ni l'autre, bah, il y a pas de Pôle emploi. Il faut rester très clair aussi là-dessus. Alors ensuite, donc j'en avais fini avec ça. Donc il faut être clair, sur, est-ce que je demande effectivement cette capitalisation qui va m'aider effectivement à démarrer mon activité ou alors tout simplement, ce qui peut être vrai aussi, hein, tout simplement, mes revenus d'activité, hein, de mon entreprise, de ma création vont largement dépasser, hein, mon salaire journalier de référence de Pôle emploi. Donc ça, j'expliquerai juste après, mon salaire journalier de référence de Pôle emploi et dans ces cas-là, j'ai tout intérêt à demander la capitalisation, sinon, je ne toucherai jamais rien de chômage et ça, je vais l'expliquer juste après, hein. Par rapport à la deuxième hypothèse que vous pouvez demander à Pôle emploi, vous ne souhaitez pas l'ARS ou la capitalisation, vous allez peut-être effectivement partir sur ce qu'on appelle le maintien partiel ou total des ARE. D'accord? Donc le maintien partiel ou total des ARE veut dire tout simplement que Pôle emploi, pendant la création de votre entreprise, donc une fois que vous êtes immatriculé, qu'on soit bien d'accord, va vous permettre non seulement de pouvoir cumuler, et j'ai bien dit cumuler, votre revenu d'activité, hein, avec celle, effectivement, de vos ARE, du versement de votre allocation chômage par Pôle emploi. Voilà, il y a quand même toujours des règles à respecter, hein. Donc, alors la première règle, et je le dis, c'est ce que j'ai évoqué juste avant, mais je ne développerai pas non plus, c'est le salaire journalier de référence. En clair, on considère que votre revenu d'activité ne doit pas dépasser votre brut, de l'année quand vous étiez salarié, hein, qui est référencé à Pôle emploi.
Donc, vous devez simplement regarder si effectivement votre salaire, du moins si votre revenu d'activité ne dépasse pas votre salaire journalier de référence. Et je ferme la parenthèse. En clair, par rapport à ce maintien, donc si je rentre dans les critères, Pôle emploi va me permettre de cumuler. Donc concrètement, il y a une petite formule qui est dédiée à ce cumul, qui vous aide à aussi, provisionner ou en tous les cas, travailler de façon plus efficiente sur votre business plan. J'insiste beaucoup, même si, je le répète, même si vous envisagez ou vous envisagez de ne pas vous rémunérer sur la première année, je vous demande quand même de faire plusieurs simulations financières. Et réellement, prenez-le au sérieux. Si vous devez réaliser votre business plan. Alors financier, j'entends là pour le coup, le prévisionnel. Vous devez faire ces simulations aussi pour vous aider à prendre une décision. Voilà. Donc je termine là-dessus et je vais commenter un peu cette formule qui dit que les ARE, vos allocations chômage, c'est 70, du moins vos allocations chômage, d'accord, mensuelles, si vous touchez 1 000 € par mois par le Pôle emploi, vous devez effectivement, c'est vos ARE mensuels moins votre revenu d'activité, d'accord, moins votre revenu d'activité, multiplié par 70. On vous enlève 70 de votre revenu d'activité, qu'on soustrait à vos ARE pour définir le montant journalier de ce que doivent vous verser Pôle emploi. Donc c'est le restant. Donc c'est voilà. Donc c'est 70 du revenu d'activité moins des ARE pour définir le montant journalier. Donc on vous donnera pas, on ne vous versera pas la totalité de vos allocations chômage si vous déclarez effectivement une certaine rémunération. C'est très bien. Par contre, on ne vous versera pas la totalité, mais la contrepartie, qui, ma foi, est quand même assez intéressante et à méditer chez vous, c'est que effectivement, si je ne perçois pas la totalité de mes allocations chômage, eh ben, j'avais pris l'exemple de tout à l'heure pour 12 mois. Peut-être que ces 12 mois ne suffiront pas avant de me dégager un vrai salaire, mais ils seront d'autant prolongés, ça va m'aider à prolonger mes allocations chômage, puisque je suis aidée avec mon revenu d'activité, au lieu d'en bénéficier sur 12 mois. Ce sera peut-être 18 mois, peut-être 24 mois, peut-être 2 ans. Au fait, Pôle emploi vous dit, si on ne vous verse pas la totalité, on vous fera toujours le complément jusqu'à épuisement de ses droits. Donc, ce qui n'est pas non plus déconnant. Donc, à vous d'y réfléchir. Ensuite, vous avez, ça c'était vraiment, alors ce que j'ai évoqué avec vous, c'est les aides directes du dirigeant pour vous, parce que c'est une obligation et ça vous l'avez compris. Ensuite, vous avez tout ce qui est aides qui sont liées à l'embauche. Donc, si demain vous embauchez, donc je ne vais pas la commenter, c'est ce qu'on appelait l'ancienne loi Fillon, qui permet d'une réduction effectivement des charges sociales jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Donc, qui n'est pas déconnant et qui a été largement augmenté à partir du premier trimestre 2020 et qui est revue à la hausse tous les ans. Donc ça, c'est très important de pouvoir aussi en bénéficier si vous prenez un salarié. Les aides à l'embauche, donc ça, c'est effectivement toujours depuis le 1er janvier 2020, mais on a revu quelques taux à la hausse depuis 2020. Donc, c'est les extensions auxquelles vous pouvez prétendre, ou en tous les cas en termes de cotisation patronale sur les assurances chômage, la réduction de 6 points des cotisations sociales patronales sur les salaires n'excédant pas 2,5 fois le SMIC. Donc tout ça, c'est pas déconnant. Si vous prenez bien sûr un salarié, alors que ce soit la première, la deuxième ou la troisième année, ce sera toujours d'actualité. Du moins, on expecte que ce sera toujours d'actualité. Donc dès l'embauche, envisagez aussi ce type d'aide. Alors faites-vous aider par votre expert comptable, très clairement, c'est des choses qu'il maîtrise relativement bien. Donc, mais sachez ce que vous devez faire et pas faire. Vous avez une aide financière, ou en tous les cas, qui peut être effectivement complémentaire à votre création d'entreprise, qui est le dispositif NACRE. Alors, on a vu l'ARS, le NACRE. Je sais, ils sont pas très créatifs, mais c'est comme ça pour le coup. Mais le NACRE, on peut s'en mêler les pinceaux, je Le NACRE, c'est un dispositif, alors on l'appelle le nouvel, mais il existe depuis 2007. C'est le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise, qui vous permet de bénéficier, qui vous permet de bénéficier d'une
d'un prêt d'honneur, voilà, c'est le terme, d'un prêt d'honneur que vous pouvez couper ou que vous devez couper avec un prêt bancaire. Voilà, ça c'est pour le coup important pour ceux qui vont devoir financer leurs activités et devoir passer par des banques. Mais avant de passer par des banques, peut-être d'envisager le prêt d'honneur via le dispositif NACRE. Alors il faut regarder au niveau des régions où ce qu'il en est plus concrètement. Donc il peut, alors de 2 000 à 50 000 euros en fonction effectivement des projets et de la nature du projet. Voilà pour ce que du dispositif NACRE. Alors ensuite, on arrive sur les aides fiscales. Donc, pour les aides fiscales, vous en avez quelques-unes qui sont regroupées sous différentes appellations, en tous les cas différents acronymes, mais elles ont toutes les mêmes objectifs, en tous les cas les mêmes, si on peut dire, les mêmes, les mêmes avantages, elles procurent les mêmes avantages. Donc, c'est ce qu'on appelle les zones franches. Donc là, les zones franches, en fonction de votre zone d'implantation, soit de domicile, soit effectivement d'implanter un local ou de prendre un bureau, envisager peut-être ou regarder si cet emplacement, alors cet emplacement ne se situe pas dans ces différentes zones, que ce soit des ZFU, des BER, des ZRR, des ZRD et des QPV, hein, donc c'est tout ce qui est quartier prioritaire, etc. Donc ce sont des aides qui vont permettre effectivement pour chacun, pour ceux qui en bénéficient en tous les cas, de pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur la société, donc c'est impôt sur les bénéfices, qui n'est pas négligeable pour une période de 7 ans, pardon, de bénéficier aussi d'une exonération des cotisations foncières des entreprises, la CFE. Donc ça, c'est une taxe foncière et certaines cotisations sociales des salariés habitant la zone franche. Alors la petite condition quand même pour bénéficier encore de ces cotisations, de cette exonération de cotisations sociales, il faut que les salariés soient locaux. En clair, c'est du quartier où se situe le siège de l'entreprise pour en bénéficier. Donc, regardez même effectivement avant de vous jeter en fonction de votre ville, de votre périmètre, où se situe cette zone franche. Parce que quand on parle de zone franche, c'est pas une ville, hein. C'est souvent un quartier, une rue qui peut être effectivement impacté par ce dispositif qui est relativement très intéressant si vous êtes dans la création et si en plus, du coup, vous avez de la masse salariale, peut-être d'envisager d'ouvrir en zone franche. Donc c'est quelque chose qui est relativement très apprécié de beaucoup de créateurs. Alors, vous avez une autre mesure fiscale, ou en tous les cas, qui pour le coup est peut-être plus ou moins intéressante en fonction si vous investissez ou pas. Donc, c'est tout ce qui est réduction d'impôt sur le revenu pour vous, ou pour ceux qui investissent au sein, du moins au sein de votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir disposer effectivement, et sous réserve bien sûr de remplir lesquelles conditions, parce que vous ne les avez pas ici, les conditions, mais je crois m'en souvenir. Donc, c'est pour tout secteur d'activité, quel que soit le secteur d'activité, de moins de 5 ans, qui peut en bénéficier, et au moins d'avoir 2 salariés. Donc ça, c'est un inconditionnel. Si vous n'avez pas 2 salariés en fin d'année, je crois, de déclaration de la deuxième année, vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction d'impôt pour vous et vos associés si ils décident d'investir dans votre entreprise. Donc de bien regarder ces critères, puisque derrière l'avantage que ça peut vous procurer, c'est quand même une réduction d'impôt ou en tous les cas de 18 des versements effectués, sur une réduction. Alors le plafond de versement, c'est 50 000 euros pour une seule personne et 100 000 pour un couple. Donc ça, c'est vraiment des aides immédiates. Alors c'est dispositif qui peut effectivement rentrer en ligne de compte si bien sûr, vous avez une activité qui va nécessiter assez rapidement de recruter. Alors voilà pour les aides principales et quasi sûres que vous pouvez obtenir. Moi, je vous invite fortement à les solliciter, et avant de les solliciter et voir si j'ai été claire dans mes propos, savoir si vous avez bien saisi la nature, parce que c'est très important d'en saisir la nature, parce qu'on voit encore aujourd'hui beaucoup d'erreurs. Donc là, vous avez la question. Donc Leïla a projeté la question. Donc l'ACRE, c'est quoi? Une exonération des taxes
un allègement des charges sociales, une aide retour à l'emploi ou une aide au conseil à la reprise d'entreprise. Et vous êtes 33 à avoir dit un allègement des charges sociales. Effectivement, je le précise, j'ai beaucoup insisté, c'est vraiment un allègement des charges sociales. C'est pas une exonération de taxes. C'est d'où l'intérêt de faire toutes ces formations, ou en tous les cas, de pouvoir baigner rapidement dans cet univers. C'est plus vite je comprends mon environnement parce qu'il y a des choses qui vous paraissent très similaires et au final, chaque terminologie est très importante. Donc ça vous permet rapidement aussi de savoir qu'une taxe est une taxe. Quand on parle de charge sociale, c'est une charge sociale. On se rend compte effectivement les difficultés du vocabulaire avec les experts comptables, avec les banquiers, de pas toujours se faire comprendre. D'où effectivement pour certains quelques stress, puisque ça génère quelques stress derrière. Donc on est bien d'accord, c'est bien un allègement des charges sociales. Voilà, tout simplement. On va à la suivante. C'est parti. Alors Fabienne est en tête. Oula, Fabienne, Tardard, dur. Donc on peut continuer. Next. Alors, deuxième question. Celle-ci, elle est pas, voilà, pas toujours pas simple, mais c'est volontaire. Le maintien total ou partiel des ARE et le versement des 45% de l'allocation chômage. Donc, si c'est vrai, vous cliquez sur le bleu. Si c'est faux, sur le rouge. Bon. Alors, à votre avis, la phrase était un peu tordue, j'avoue, mais pour moi, c'était important que vous l'entendiez, et d'où le fait de l'avoir vraiment, encore une fois, tourné de cette façon. Prenez conscience que quand on prend les 45%, il n'y a pas d'ARE. Quand on prend les 45% de la capitalisation, d'accord? La capitalisation, c'est les 45%. L'ARE, c'est l'ARE. Donc, l'ARE me permettra de bénéficier mois par mois, soit d'un versement d'allocation chômage, soit partiel, soit sur la totalité. Voilà, donc effectivement, cette phrase est fausse. Voilà, tout ça. Alors, qui a gagné? Fabienne. Fabienne reste en tête. Ah ouais, Fabienne au Elle est top. trop forte, voilà. Allez, on continue. Troisième question et dernière question. Un prêt d'honneur, ce n'est pas. En fait, j'aurais pu vous demander qu'est-ce qu'était un prêt d'honneur, mais Donc, si vous pensez que ça n'est pas des fonds propres, c'est rouge, couplé avec un prêt bancaire bleu, un taux d'intérêt bas jaune. Et si vous pensez qu'un prêt d'honneur, ce n'est pas remboursable, vous cliquez sur le vert. Ah, ben voilà. Mais en même temps, j'ai peut-être pas assez insisté dessus, et je l'ai pas dit, je crois, ou très peu. Et ça, c'est bien ce genre de questions parce que ça permet de revenir dessus. Oui, donc c'est pas un taux d'intérêt bas, on est bien d'accord, c'est un zéro. Le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro. Ça, c'est une première chose. Donc, tous ont répondu des fonds propres. 49 ont répondu des fonds propres. Alors, ce qu'il faut retenir, je l'ai dit, mais non, vous ne pouvez pas le deviner, pardon. Quand on dit un prêt d'honneur, c'est effectivement un prêt qu'on vous consent à taux zéro. C'est considéré comme un fonds propre. D'accord? Il va être remboursable. D'accord? Il va devoir être couplé avec un prêt bancaire. Mais cet argent en prêt d'honneur, que ce soit par le biais du NACRE ou par le biais des plateformes d'initiative, sont bien des fonds propres. Vous pouvez effectivement le greffer à vos économies. Ça constitue des fonds propres, sachez-le. Donc c'est important, puisque Corentin, ce matin, je crois, vous a parlé de BPI et bien d'autres. Effectivement, on regardera ça de près. Ce ne sera pas considéré comme un emprunt classique, parce qu'il n'y a pas d'intérêt dessus. Donc voilà pour la petite réponse. Et désolée si je suis passée très rapidement tout à l'heure dessus, mais ça permet aussi de repréciser. Donc, le winner, Barbara, en troisième position, et en première, nous avons Clem, 42. Bravo Clem, bravo Tony, bravo Barbara, bravo Céline et bravo Elodie. Et bravo bien sûr à tous ceux qui ont participé à ce jeu.
il y a une vraie complexité avec le fiscal, le social, d'où la nécessité pour une grande majorité d'entre vous de bénéficier de ces formations. Alors, de ces formations, des rendez-vous individuels, puisqu'il y a effectivement des rendez-vous, ne restez pas seul. Alors, on va reprendre les questions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur cette présentation. On n'est pas très en avance, donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais on va essayer d'en prendre Quelques-unes. Alors, celle qui était revenue le plus souvent. Sur quel site on peut retrouver des informations au niveau fiscal et social? Alors, sur quel site? Très clairement, sur tous les sites de l'URSSAF, etc. Mais il y en a un qui est dédié, qui est quand même vraiment le site national, c'est les aides.fr. Alors, bien sûr, vous retrouvez aussi toutes ces informations chez Créatif. Lors de la formation. Ah bah oui, vous avez tout. On a quand même pas mal d'informations. Il y a une question qui était revenue aussi. Est-ce qu'il est possible de percevoir les dividendes en même temps que ces allocations ARE si maintien de... Comment dire? L'administration fiscale va lui tomber dessus. Non, c'est pas possible. C'est soit tu peux te prélever une rémunération, c'est une aide pour l'emploi quand on bénéficie de ces ARE. Dans ces cas-là, on ne touche pas, je vais te la faire très courte, on ne touche pas ces dividendes, d'accord? On perçoit ces allocations chômage. Ces dividendes, on les met en trésorerie, d'accord? On fait ce qu'on appelle un report à nouveau, et tu les toucheras à un moment donné qui te semblera utile ou ça te permettra de te verser un salaire. Mais c'est pas possible. Est-ce que tu peux également nous préciser par qui sont octroyés les prêts d'honneur? Alors, c'est la région, pardon. C'est la région, il faut regarder par région du moins, quelles sont les conditions pour en bénéficier. Et c'est sur le site de la région, vous pouvez taper aussi NACRE, département, ou NACRE. Alors, pourquoi je dis département plutôt que région? Parce que vous avez des intermédiaires qui vont effectivement vous prendre en charge le dossier, prendre en charge votre création, d'accord? Puisqu'il y a plusieurs types d'aides. Prendre en charge votre création et vous accompagner soit à bénéficier d'un accompagnement à la réalisation d'un business plan, soit, et c'est surtout ça le plus important, bénéficier des financements du prêt d'honneur. Vous passez en commission auprès de ces c'est des institutionnels, tout simplement. Donc, il faut regarder par votre région. Il y a tous les partenaires de votre région qui peuvent vous aider à vous accompagner pour l'obtention de ce prêt d'honneur. Il y a beaucoup de demandes et voilà, il y a beaucoup de demandes, c'est tout ce que je peux dire, mais c'est 9 demandes du moins 9 demandes qui sont rejetées aujourd'hui sur 10. Donc, d'où la nécessité de Il y a bien une autre préparer. question, Oui. pardon de te couper, il y a une autre question de Philippe qui demande si ces aides, elles sont compatibles. Est-ce qu'on peut les cumuler? Certaines, oui, bien sûr, mais je n'aurai pas le temps de tout détailler. C'est tout l'intérêt de cette journée au final, de cette journée de formation, parce qu'on va jusqu'au bout des cumuls, de ce qu'on peut faire, quels critères, etc. Mais ce serait beaucoup trop long, c'est pas une demi-heure qu'il me faut, c'est 2 heures. Dernière Et on question. propose aussi des accompagnements parce que des fois, vous avez des questions très personnelles, donc ça peut être aussi utile. Est-ce que vous avez une dernière question? L'entreprise doit-elle être créée en France pour bénéficier de ces aides? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pas possible sinon. Non. Donc oui, elle doit être créée en France ou dans les DOM-TOM, mais en France. Sinon, pas d'aide. Bon. Alors, peut-on bénéficier 2 fois de l'ACRE sur 2 créations différentes? Faut pas fumer longtemps non plus, on peut fumer, mais non, pas possible. C'est Non, une c'est pas seule possible. demande, c'est l'individu, c'est le mandataire social. On est bien d'accord? Donc c'est qu'une seule fois. C'est qu'une seule fois. Donc il faut bien choisir.